Elle avait oublié le nom, donc on lui avait collé une petite plume à côté de la photo, comme ça elle se rappelait du prénom. Et c'était une dame qui avait besoin d'être au contact des animaux et qui était mais d'une douceur et d'une empathie absolument incroyable. Puis elle s'illuminait dès qu'elle voyait les animaux. Bienvenue dans ce premier épisode de Confidence équestre. Pour ce premier épisode, j'avais à cœur de faire venir une amie de longue date, Stéphanie Ramu. Bienvenue. Merci. Donc on se connaît depuis très très longtemps, les deux. On a l'occasion d'échanger avec les chevaux depuis maintenant, je crois qu'on ne va pas compter. Non. Ça fait trop longtemps. Donc ça me tenait très à cœur qu'elle soit là aujourd'hui, parce qu'elle a une vision du cheval en fait qui me touche beaucoup. Le bien-être du cheval, son intégrité mentale et physique font partie de son quotidien avec eux et dans les activités qu'elle fait avec ses chevaux. Je ne vais pas vous en dire plus parce que vous allez la découvrir au fur et à mesure de ce podcast. Donc, pour débuter, Stéphanie, dis-nous en 2-3 mots qui tu es. Alors, je m'appelle Stéphanie, j'ai 33 ans, bientôt 34. J'ai toujours vécu avec des chevaux et actuellement, je travaille énormément avec eux pour essayer d'amener une nouvelle vision des chevaux par rapport à mes élèves, par rapport aux humains qui voient les choses un peu différemment. Donc, je travaille à 300% avec les chevaux et je travaille aussi à 60% en tant qu'infirmière. Voilà. Ok, merci. Avant de poursuivre, je vais juste te demander, donc on a utilisé le clap au début, je vais te donner une petite craie et je vais te demander de mettre ici un mot qui te correspond. Tu ne vas pas le montrer tout de suite à la caméra, tu vas mettre le clap à côté de toi et on y reviendra plus tard. Facile ta question. J'ai pas dit que tu allais passer un moment facile avec nous aujourd'hui. Hein. Ok, avant de commencer, je t'ai servi, je t'ai mis un petit peu d'eau et je te connais très très bien, Stéphanie. Regarde, j'ai pensé à toi. Tu veux un petit bonbon pour démarrer? Parce qu'on s'était dit que les mojitos, c'était un petit peu tôt ce matin. Tôt, effectivement. Mais je crois que c'est le genre de choses que tu apprécies bien, donc fais-toi plaisir. Et bien sûr, sers-toi. Je tiens quand même à préciser avant de prendre des bonbons qu'il y a des personnes qu'on en volait déjà beaucoup avant de commencer. Oui, bah, il faut nourrir le staff. Hein. Exact. Trop bien, merci. Quand est-ce que les chevaux sont entrés dans ta vie? Alors, ils sont entrés dans ma vie sans que je le veuille parce que je suis née dans une ferme où on avait des petits poneys Shetland. Mes parents avaient reçu un petit poney pour leur mariage et finalement, c'était une jument qui était portante. Donc, on a eu en plus un petit poulain, sauf que c'était des petits poneys Shetland qu'on pourrait appeler tondeuses à gazon parce qu'ils étaient là pour, entre guillemets, pour la décoration et on n'avait aucune interaction avec eux. Une fois, mon papa, il a essayé de me mettre sur un poney qui s'est cabré, je suis tombée. Enfin, c'était la meilleure des expériences du monde. C'était une très bonne idée. Voilà. Ensuite, j'ai commencé les cours d'équitation en manège à l'âge de 8 ou 9 ans, à peu près. Et on avait nos chevaux dans notre ferme, en fait. Et c'est là que j'ai commencé mon histoire avec les chevaux. Voilà. Et qui a évolué énormément, heureusement, parce que mon cheval, il m'a appris beaucoup de choses et il m'a fait me remettre en question pendant très longtemps. Donc voilà, c'est grâce à mon cheval qui est né chez moi, Nesquik. Qu'est-ce que les chevaux t'ont apporté tout au long jusqu'à ton parcours actuel? Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté dans ta vie? Ils m'ont appris à connaître mes émotions, à gérer ma colère aussi, parce que les chevaux m'ont toujours mise face à moi-même. Et c'est vrai, comme beaucoup de personnes, en fait, j'ai pas tout de suite appris à gérer ça. Parce que j'ai appris à monter à cheval où le cheval, il faisait faux. Bon, on avait une cravache, on avait nos jambes, voilà, mais personne m'a jamais appris, en fait, qu'un cheval avait des émotions, des ressentis et qui était un être vivant avec une sensibilité absolument incroyable. Donc, les chevaux m'ont appris à gérer toutes mes émotions et surtout à les accepter, je dirais.
Et le fait d'avoir évolué dans tes connaissances du cheval, comme j'ai cru comprendre, comprendre qu'ils ont des émotions, comprendre que c'est des individus à part entière, c'est ce qui a fait que tu as évolué aussi dans ta vie. Exactement. Et voilà, ça m'a fait comprendre aussi que les humains ont des émotions et des ressentis et que notre façon de communiquer est super importante en fait, parce qu'ils m'ont appris à communiquer. Le travail de ces émotions, elles ont beaucoup de sens dans l'activité dont on va parler maintenant. Et moi qui me tiens très à cœur, c'est surtout pour celle-là que j'avais envie de te voir aujourd'hui parce que j'ai eu l'occasion de te suivre une journée dans cette activité-là et ça m'a énormément touchée, ça m'a provoqué énormément d'émotions. Ça m'a perturbée plusieurs jours parce que j'ai trouvé tellement beau ce que tu apportais dans cette activité-là. Donc, tu vas avec tes poneys dans des maisons de retraite. Oui, c'est bien ça. Est-ce que tu pourrais nous toucher 2 mots globalement de qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que je fais? J'amène des paillettes. Non, Plume amène des paillettes. En fait, ça fait longtemps, enfin, de mon côté, de mon métier d'infirmière, les personnes âgées ont une grande place aussi dans ma vie et dans mes émotions. Je trouve que les maisons de retraite, maintenant, il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport aux animations, par rapport au bien-être, par rapport au lieu de vie. Ceci dit, la plupart des personnes qui y vivent, des résidents, avaient des animaux avant. Et en fait, moi, je m'imagine être âgée et ne plus avoir ce contact avec les animaux, et ça serait impensable en fait. Ils m'apportent tellement. En fait, je suis presque mieux en présence des animaux qu'en présence des humains. Est-ce que ce serait une crainte pour toi, en fait, de vieillir sans les animaux? Ouais, bien sûr. Ah, ça serait horrible, mon Dieu. Et là, quand je rencontre tous ces résidents certains se lèvent uniquement quand ils savent qu'on arrive avec Plume. Il y en a d'autres qui attendent ce rendez-vous tous les mois et qu'on va spécifiquement voir. Et d'autres qui retrouvent la mémoire. Exactement. Pour la petite anecdote, j'avais prêté mon poney à Stéphanie et mon poney a mordu le doigt d'une résidente qui avait Alzheimer, c'est ça? Ouais, voilà. elle avait beaucoup. Et Stéphanie m'a dit, t'inquiète pas, elle s'en souviendra pas. Et si, elle s'en est souvenue. C'est un peu ça. Il y a tout qui revient à la surface, les odeurs, que ce soit les sensations, les souvenirs qui remontent à la surface, parce que la mémoire à long terme est souvent présente, mais à court terme elle ne l'est plus. Donc c'est vrai que Plume amène en fait les souvenirs et ramène de la vie en fait, et des sentiments, des émotions qu'ils n'arrivaient plus à retrouver en maison de retraite. On va dans les résidences entre une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, et là on a 5 foyers ou institutions par mois à peu près. L'autre jour, quand j'ai regardé ton profil Facebook, il y a une publication qui a attiré mon attention et j'avais bien envie de la lire parce que j'ai bien envie qu'on en parle. Donc je vais la lire pour les personnes qui nous écoutent. Un jour, les humains comprendront que c'est un honneur d'être en présence d'un animal. À ce moment-là, les mots respect, partage et empathie prendront un nouveau sens. J'aimerais bien que tu me parles de l'origine de cette phrase et j'ai cru comprendre que c'était suite à une visite en EMS avec une personne un peu particulière du coup. Oui, alors en EMS, je rencontre beaucoup de personnes, dont une qui avait 103 ans. Et je lui ai demandé le secret pour arriver à cet âge-là. Et elle m'a répondu qu'elle avait vécu toute sa vie avec des animaux et que ça, c'était son secret. Donc je lui ai sûrement dit que j'arriverais à 200 ans. Mais c'est vrai que dès le moment où on est en contact avec un animal et on est réellement en connexion avec un animal, que ce soit les chiens, les chats, les chevaux, n'importe quel animal, et qu'on prend conscience que ce sont des êtres qui peuvent parler à leur manière. Nous, on a de la chance, entre guillemets, on a des cordes vocales et on peut communiquer. Et on pense trop souvent que les animaux parlent comme nous ou pensent comme nous. Mais si on se mettait à réellement les comprendre en fait, à comprendre leur mode de fonctionnement, leur mode de pensée, leur mode de communication, et qu'on faisait cet effort, mais tous, on arriverait sûrement à être de meilleurs communicateurs avec les humains également, et on arriverait à être en face d'un humain en pouvant ressentir ce que l'autre ressent et en analysant beaucoup plus le non-verbal en fait. C'est ce côté non-verbal que les animaux ont et qui sont absolument magiques en fait. Et qu'est-ce que tu penses des humains
qui n'ont pas cette sensibilité envers les animaux, qui n'arrivent pas à s'épanouir pleinement auprès des animaux, en fait? Alors, les humains qui n'arrivent pas à ressentir et avoir cette sensibilité envers les animaux, je pense qu'ils n'arrivent pas non plus à avoir cette sensibilité-là envers des humains. Parce que dès le moment où on arrive à se connecter réellement à un animal et être en lien avec un animal, on arrive aussi à le faire avec les êtres humains. Mais alors, ça va sûrement déplaire à beaucoup de personnes, mais la plupart des gens que je rencontre qui n'aiment pas les animaux ou qui n'ont pas cette envie d'apprendre à les connaître, c'est souvent des personnes qui n'ont pas forcément une grande empathie non plus. Et même si ça dérange, c'est pas grave. Mais je pense qu'on arrive à reconnaître la sensibilité d'un être humain en fonction de comment il se comporte avec un animal. D'ailleurs, ça a été quand même prouvé qu'un grand nombre de meurtriers, par exemple, ont déjà manqué d'empathie sur les animaux et se sont exercés malheureusement sur des animaux. Donc ça rejoint aussi. Ça ne veut pas dire que parce qu'on n'aime pas les animaux qu'on est serial killer, pas du tout. Tout à fait. Mais il y a quand même, on peut remarquer ce manque d'empathie et cette problématique-là aussi oui. dans déjà des interactions qui peuvent être plus violentes entre humains et que ça a déjà démarré sur des animaux, en effet. C'est ça. Très bien. Est-ce que tu as un moment vraiment marquant ou un pensionnaire qui t'a spécialement touché ou une situation, quelque chose qui t'a, je ne sais pas, après ta visite, ça t'a remué plusieurs jours ou peut-être une interaction qui t'a changé? Oui, alors on va avoir une petite pensée pour une résidente qui nous a malheureusement quittés. Quand je me rends tous les mois à la Villa Bossite à Fribourg depuis plus de 2 ans maintenant. Et c'est vrai qu'à force, tous les mois, on crée un lien avec nos résidents. Ils ont tellement à partager, que ce soit leur histoire de vie, leur sensibilité, enfin, ils sont absolument incroyables. Et j'ai une dame qui m'a donné l'idée de faire une matinée à mon écurie pour que ce soit les résidents qui viennent à mon écurie. Donc j'ai organisé ça avec la Villa Bossite pour cette résidente qui adorait les chiens, qui adorait les chevaux, qui avait les photos de plumes dans sa chambre. Elle avait oublié le nom, donc on lui avait collé une petite plume à côté de la photo, comme ça elle se rappelait du prénom. Et c'était une dame qui avait besoin d'être au contact des animaux et qui était mais d'une douceur et d'une empathie absolument incroyable. Puis elle s'illuminait dès qu'elle voyait les animaux, donc elle était vraiment touchante. Et j'ai organisé cette sortie à l'écurie, cette visite d'écurie pour elle. Sauf que le jour avant qu'on fasse la sortie, elle est malheureusement décédée. Donc c'est une dame qui aurait beaucoup aimé faire cette visite en fait. Mais je vais continuer à accueillir les EMS dans l'écurie et puis j'ai collé une petite photo d'elle dans mon écurie. C'est beau parce que de voir que finalement cette demande elle est partie d'une résidente en fait de venir chez toi et de voir qu'en fait il y a eu cette vraie demande finalement des personnes et que ça aboutit. Alors c'est vrai que c'est dommage qu'elle n'a pas pu concrétiser, mais elle a eu un impact finalement dans ce que tu es en train de développer et ça c'est beau. Et en plus c'est parfait parce que ça fait le lien mais absolument parfait avec ma question suivante. Ma question c'était par rapport au fait que tu es confronté à la maladie, tu es confronté naturellement à la mort vu que tu es dans des maisons de retraite. Comment tu le vis ça? Alors j'ai été confrontée à ça il y a déjà de nombreuses années par mon métier d'infirmière aussi, plus dans ma vie personnelle également. Au début, je me rappelle de mon premier décès, je pense que j'étais en stage à l'hôpital et ça m'avait marquée parce qu'en fait, c'était quelque chose de presque normal dans les hôpitaux en fait. C'était vraiment ok, telle et telle personne est décédée. On avait tout un protocole à suivre, mais c'est comme si les émotions n'avaient pas forcément leur place. Et c'est vrai que dans mon métier, deuxième métier d'infirmière, on doit apprendre à mettre ses émotions de côté en fait. On arrive à l'hôpital, on fait notre travail, on a une interaction avec nos patients et on doit avoir beaucoup d'empathie. Ceci dit, on doit apprendre à mettre une énorme barrière en fait. Et ça a fait la différence entre mon métier avec les chevaux où je dois être
complètement en lien avec mes émotions, complètement en lien avec ce que je fais. Et des fois, c'est assez compliqué de gérer les deux en même temps parce que d'un côté, je dois être, entre guillemets, déconnectée et de l'autre, je dois être très connectée. Et j'ai dû apprendre à gérer les décès en me déconnectant, en fait. Oui, et puis finalement, quelqu'un m'avait fait une remarque dernièrement. On n'est jamais vraiment confronté à la mort. On est dans un monde où on cache beaucoup finalement la mort. Et la première fois qu'on peut être vraiment confronté à quelqu'un qui décède devant nous, en fait, on on n'est pas préparé à Non, ça les premières fois. non, c'est un sujet très tabou chez nous et c'est vrai que c'est un sujet qui mériterait d'être creusé parce que pour certaines personnes, la mort, ça s'arrête à notre vie sur Terre. Pour d'autres, ça continue. Il y a beaucoup, beaucoup de croyances, de façons de penser différentes. Oui, et puis il y a certaines cultures qui célèbrent la mort. Bien sûr, pour eux, c'est une fête. Et pour nous, c'est caché et c'est encore un sujet très tabou dans notre société chez nous. Là, tu as parlé que ton métier d'infirmière t'a permis de te confronter déjà à la mort avant. Est-ce que tu penses que ton activité d'infirmière, est-ce qu'elle est indispensable ou est-ce qu'elle a servi dans ton activité d'aujourd'hui? Est-ce que si tu avais été, je ne sais pas, tu aurais été comptable ou autre, je ne dénigre aucun métier, qu'on soit d'accord, mais tu aurais un autre métier, est-ce que ça aurait changé la façon dont tu interagis avec les résidents aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ça a un lien et que ça t'a amené à ça? Alors, je pense que mon métier d'infirmière m'a amené aussi plus de confiance dans la communication avec les gens parce que je suis confrontée à tous les types de caractères et tous les jours. Enfin, pas tous les jours parce que je ne suis pas à 100% en tant qu'infirmière, mais je côtoie de nombreuses personnes avec des caractères différents, que ce soit la personne toute chou, toute empathique et qui n'ose pas déranger, à celui qui est très en colère et très vite. Donc au final, j'ai dû apprendre à faire face à plein d'énergies différentes en fait. Donc ça m'a aidé sûrement à ressentir les énergies des gens différemment. Et ça m'aide aussi énormément dans mon travail avec les chevaux, car je travaille aussi avec des êtres humains qui vont s'occuper de mes chevaux. Donc je dois pouvoir cerner les personnes autour de moi également. Tes poneys, donc là, tu as Plume qui a démarré cette aventure avec toi. Maintenant, tu as Charlie. Oui. Pour toi, est-ce que les poneys que tu prends avec toi dans cette aventure, que tu prends avec toi dans ces maisons de retraite, est-ce qu'ils doivent avoir des qualités particulières, un entraînement particulier? Comment est-ce que tu choisis le poney que tu vas prendre? Comment on va dire, tu montes ta cavalerie, si on peut dire ça, ou tes coéquipiers, c'est plus juste en fait. Comment choisis-tu ou formes-tu tes coéquipiers pour t'accompagner là-dedans? Alors, déjà, c'est pas moi qui choisis mes chevaux, c'est plutôt eux qui m'ont choisi. Donc, Il y en a un, j'ai un peu poussé quand même. oui, c'est vrai. C'est vrai que Charlie, finalement, voilà. Alexandra m'a dit, tu veux pas un poney? Ah ben, peut-être. Va le voir. En même temps, c'est soit il était chez moi, soit il était chez toi. Et C'est je ça. pense que mon homme, il n'aurait pas trop apprécié qu'il y en ait encore un de plus, donc ça me va très bien qu'il soit chez toi. Donc non, finalement, je ne l'ai pas forcément choisi, mais c'est un amour. Non, alors la qualité des chevaux, déjà, je travaille avec eux énormément, avec mon énergie pour leur apprendre qu'ils ont le droit de s'exprimer, qu'ils ont le droit d'avoir des réactions, que c'est OK et qu'on travaille en fait ensemble. On est une équipe avec mes chevaux. Donc le consentement, pour toi, parce qu'on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant Oui. actuellement du consentement chez les chevaux, pour toi, le consentement, il est primordial. Le consentement est primordial, je l'ai même mis par écrit dans un livre. Et c'est vrai que si Plume, tout d'un coup, elle ne veut pas aller dans un EMS ou qu'elle ne veut pas rentrer dans une chambre, c'est OK. Je ne vais pas la forcer à rentrer. Et en fait... Je te coupe, mais oui. Est-ce qu'au début, tu l'as forcée à rentrer? Enfin, façon de parler, hein, je n'ai pas l'image de tu la tires dans dans une pièce, mais est-ce que les premières visites, est-ce que tu étais un petit peu moins à ton écoute et c'est quelque chose que tu as adapté au fur et à mesure? Alors, je l'ai toujours écoutée. Ceci dit, c'est venu au fur et à mesure parce que maintenant, comme je dis, je pourrais la laisser devant les MS. Elle va faire ses visites et je la reprends 1 heure après. Et c'est elle qui décide où elle va, où elle marche. Mais c'est vrai qu'au début, elle avait besoin de moi pour être un peu son guide dans ce qu'on allait faire.
Et on a pris le temps de tout faire en fait. Au début, on faisait à peu près 10-15 minutes et puis maintenant, on fait entre 1 heure et 1 heure et demie par visite. Mais c'est elle qui décide. Donc, elle a un caractère très... Si vous voyez Plume, c'est un peu une petite pile électrique quand elle est à l'écurie. Mais dès qu'elle arrive en EMS, elle est tellement posée, elle est d'un calme, c'est comme si rien peut la perturber. Donc je pense elle connaît, ouais, elle sent. Et les chevaux au contact des résidents, ils sont tous mais d'un calme. En fait, quand les résidents sont venus à mon écurie, je leur ai présenté mes 6 chevaux les uns après les autres. Et en fait, ils étaient tous mais calmes, reposés, le plus doux possible. Donc en fait, je pense qu'ils s'adaptent tout simplement aux personnes qu'ils ont en face d'eux. Et tu les prépares, tes poneys aussi ils prennent l'ascenseur, enfin, il y a plein de choses. Du coup, comment tu prépares un de tes poneys Parce que je pense que tu vas pas pouvoir sortir un poney d'un pré et hop, tout de suite, allez, on va en EMS. Il y a quand même, derrière, il y a du travail, je pense. Non, alors j'ai lancé Plume dans un ascenseur vu qu'elle n'est pas très lourde. Donc en fait, tu as fait de l'immersion, c'est bien. Oui, le lancer du poney. Non, j'ai formé Plume, j'avais mis une annonce sur des groupes Facebook pour savoir si des gens me prêteraient leur maison, quand ils sont dedans, on est d'accord, hein, pour présenter des maisons à Plume en fait. Donc j'ai été chez les gens du village pour entrer dans leur salon, dans leur cuisine, dans leur chambre avec Plume. Donc ils trouvaient ça très chou, ils prenaient plein de photos, je trouve que c'est un bon souvenir en fait. Et Plume parce que souvent on n'en parle pas de toute la préparation. Ah non, il y en a du job. C'est ça. Donc ça, je l'ai fait sur plusieurs mois à plusieurs maisons différentes. Ensuite, j'ai utilisé l'ascenseur de l'immeuble où ma maman habitait avant pour préparer Plume à l'ascenseur, avec beaucoup de carottes. Et vraiment, on a pris le temps énormément. Et quand c'était OK pour elle, on s'est dit qu'on allait tester dans les EMS en fait. Et au départ, c'est vrai qu'il y a des EMS où je ne faisais pas payer ma prestation et je leur ai juste demandé si on pouvait aller en visite chez eux. Je ne donnais pas de notion de temps, je ne donnais pas trop d'infos, puis que c'était bon, on verra bien en fait. Donc il y a eu beaucoup d'EMS tests en fait avant que je me lance complètement avec Plume. Comment sens-tu tes poneys après une visite Alors, fatiguée, oui, parce que ça prend beaucoup d'énergie, évidemment. C'est vrai que c'est des éponges émotionnelles pour tout. Si tout d'un coup, enfin, on voit bien quand on est avec les animaux qu'ils épongent tout ce qu'on ressent. Donc si on est en colère, si on est énervé, ils absorbent absolument tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de vécu chez chaque résident. Donc Plume, elle prend beaucoup sur elle. Je vois qu'elle aime faire ça. Elle aime être au contact des résidents. Mais bah oui, ça la fatigue, comme nous, après une journée de travail, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on fait environ 1 heure de visite, puis qu'on ne ferait pas plus, parce que c'est son bien-être qui passe aussi avant tout ça. Et puis, voilà. Donc, elle n'est pas épuisée complètement, mais on voit que ça lui coûte émotionnellement. Voilà, ça l'a fatiguée, ouais. On va passer à ta deuxième activité parce que, comme je l'ai dit un petit peu en teasing au début du podcast, tu mets des paillettes dans les yeux des gens de 9 ans, même plus. Tu as dit qu'il y avait 103 exact. ans. Avant de continuer, bonbon. On va bientôt finir le pot, je crois. Oui, il a déjà bien diminué, mais il faut dire qu'il y a aussi le staff qui est en train de piocher dedans. Là, j'aimerais parler avec toi maintenant de qu'est-ce que c'est émotion. Émotion, ça vient de, comme j'en ai parlé au début, j'ai envie de faire évoluer la vision du cheval dans les mentalités. Et ça passe des tout petits, en fait. Si on reprend dès le début, c'est vrai que moi, j'ai appris à monter dans un manège. Toi, je ne sais pas où tu as appris à monter. Aussi en manège. Voilà. On apprend qu'un cheval, il y a des rênes pour tirer dessus. Il faut faire tel mouvement pour que le cheval y réagisse. Mais moi, on ne m'a jamais appris à comment pense un cheval, comment apprend un cheval. Et c'est ce qui m'a énormément manqué, en fait. Quand je me suis retrouvée avec mon cheval Nesquik qui est né chez moi et puis qui était en débourrage, moi, je pensais que mon cheval, il était cassé.
parce que je reculais la jambe, il partait pas, je tirais sur la rêne, ça freinait pas, enfin... En fait, tu n'avais pas eu le mode d'emploi avec. Non, je l'ai pas eu avec, donc pour moi, mon cheval était cassé, tout simplement. Et c'est là que j'ai dû me remettre un petit peu complètement en question et que j'ai dû apprendre ou réapprendre en fait qu'est-ce qu'un cheval, parce qu'on m'a appris à tenir sur un cheval, on m'a pas appris tout ce qui est à côté. Et je me suis dit qu'il fallait que les choses elles évoluent, et c'est là que j'ai voulu créer Émotion en fait, qui met en avant que les chevaux ont des émotions, les chevaux ont des ressentis, et surtout, ils sont très sensibles à ce que nous, on dégage. Et ça me tient énormément à cœur, et dès 4 ans, pas 9 ans finalement, j'accueille les enfants et les adultes, enfin de tout âge aussi. Donc du coup, les enfants et leurs parents aussi, c'est ça? Les enfants, leurs parents, des élèves adultes également, pour changer cette vision du cheval en fait, et qu'on peut partager autre chose avec les chevaux que seulement monter sur leur dos. Car je trouve que c'est un manque de respect total envers ces êtres absolument incroyables de se dire qu'un cheval, ça sert à monter dessus. Donc, petite anecdote, j'ai accueilli des enfants pour le passeport vacances durant l'été. Donc le passeport vacances, pour expliquer avant que parce que on a des gens Bien suisses sûr. qui écoutent, mais je pense qu'on aura aussi des amis français et peut-être ailleurs. Si c'est le cas, vous pouvez n'hésitez pas à mettre un petit commentaire d'où vous venez, ça peut être sympa. C'est le passeport vacances, c'est des activités qu'on propose aux enfants durant l'été pour les occuper. Donc ça peut être de la pâtisserie, ça peut être des jeux, ça peut être du bricolage. Et du coup, Stéphanie elle propose ses services durant le passeport de vacances pour que les enfants puissent venir, du coup, découvrir les chevaux. Exactement. Et durant cette journée, j'ai eu beaucoup d'élèves qui montaient déjà à cheval dans des manèges. Et c'était très intéressant d'avoir leur vision des choses, parce que aller chercher un cheval au parc, c'était un peu compliqué, parce qu'ils avaient l'habitude de s'occuper des chevaux qui vivent en boxe. Donc le cheval, finalement, on lui met pas forcément à l'école. On arrive, on met la bride, on met la selle et on part avec notre cheval. Ensuite, j'en ai eu une autre qui m'a dit qu'elle montait régulièrement à cheval, mais qui s'était malheureusement blessée récemment. Et moi, toute contente, je lui dis « Ah ben, c'est chouette, tu dois passer plein de moments à aller lui faire des gratouilles, des massages, enfin plein de choses. » Et elle m'a répondu « Bah non, je peux pas monter, je vais pas la voir. » Donc, c'est des petites phrases comme ça qui me font dire que les choses doivent vraiment changer. Et puis, les chevaux dans les manèges sont habitués au box, sont habitués à tourner dans un manège. Mais apprendre aux humains qu'est-ce que c'est un cheval, qu'est-ce que c'est d'avoir une vie de cheval et comment rendre un cheval heureux sont devenus un peu ma priorité grâce à Émotion. Et j'ai aucun doute sur le fait que tu auras plein de travail. J'ai du job, oui. Pourquoi le nom Émotion? Qu'est-ce qu'il signifie? Donc pour ceux qui nous écoutent, Émotion, donc c'est E apostrophe mot M-A-U-X apostrophe T-I-O-N. Donc on a quand même le mot dedans, les mots. Oui, car je pense qu'on vit dans une société où il y a encore beaucoup de choses qui sont tabous, beaucoup de choses que on n'a pas le droit de dire, et où les émotions sont encore mal perçues. Enfin, la joie est bien perçue, l'amour, toutes les émotions positives sont bien perçues. Ceci dit, la tristesse, la colère sont des émotions qui doivent encore être mises sous le tapis pour beaucoup de personnes. Et dès le moment où on apprend, comme j'ai dit avant, que mes chevaux m'avaient permis de prendre conscience de toutes mes émotions et de comprendre qu'est-ce qu'elles m'amenaient, j'ai envie aussi de transmettre par là que même si on est en colère, ça veut dire quelque chose et ça nous apprend quelque chose. Même si on est triste, on a le droit d'être triste et ça nous apprend sur nous. Et je pense qu'on doit apprendre sur nous-mêmes avec nos bons côtés comme nos mauvais côtés. Donc voilà pourquoi ce nom est écrit comme ça. Oui, et puis on sait que si on n'arrive pas à comprendre cette émotion et qu'on ne l'accepte pas, je pense qu'il y a un côté aussi à accepter quand on est en colère et tout, bah, ça va être difficile de travailler sur soi. Exactement.
Et les chevaux sont les meilleurs professeurs pour nous mettre face à nous-mêmes si on apprend de base à les écouter et on apprend à les lire. Ils nous mettent face à nous-mêmes d'une façon polie ou pas, ça dépend de notre façon d'écouter. Et du coup, à Émotion, c'est principalement des enfants avec qui tu travailles, mais pas que, il y a aussi des adultes. Oui. Mais est-ce que tu es arrivée aux enfants parce que tu sentais que tu voulais, comme tu l'as expliqué, aider en fait les enfants à mieux partir dans le milieu équestre, ou est-ce que tu as toujours eu beaucoup de sensibilité avec les enfants? Comment es-tu arrivée à travailler avec les enfants en réalité? Parce que c'est pas donné à tout le monde. Comme travailler avec des personnes âgées, c'est pas donné à tout le monde. Il faut une certaine sensibilité pour travailler avec des enfants ou voilà. J'ai envie de dire que tu as mis des bonbons sur la table, donc voilà. Est-ce que tu es en train de dire que tu es une éternelle enfant? Oui, je pense que notre âme d'enfant ne doit pas être éteinte en fait. Je pense que je suis une militante des animaux et de l'âme d'enfant, car c'est comme ça qu'on met un peu de magie autour de nous. Et c'est vrai qu'en travaillant avec les chevaux, il faut pétiller, il faut amener un peu de joie de vivre avec nos animaux aussi, qui sont très sensibles à ce qu'on dégage. Et c'est vrai que c'est en mettant du fun aussi chez eux qu'ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de travailler, ils ont envie d'être avec nous tout simplement. Donc même donc que ce soit avec mes animaux, puis les enfants, j'adore leur comment dire ça? Pas leur naïveté, Leur mais insouciance. leur insouciance, exactement. Parce qu'ils vont tellement vite comprendre et ils ont une sensibilité absolument géniale en fait. Les enfants, ils arrivent près des chevaux et pour eux, c'est logique. C'est comme s'ils ont la même fréquence radio. Et puis quand on devient adulte, on perd cette fréquence radio et on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et d'un coup, la communication prend un tout autre sens. Donc, j'espère inconsciemment et consciemment que de planter des petites graines de prise de conscience dès le plus jeune âge, ça va faire évoluer les choses parce que finalement, c'est les enfants qui vont faire évoluer le monde. Donc, on va espérer que grâce à ces petites doses de paillettes, ils arrivent à garder ça pour leur âge adulte. Et moi, ça m'a fait écho à quelque chose parce que dans l'éducation avec les chevaux, on parle que le cheval vit dans l'instant présent, qui ne regrette pas ce qui s'est passé, qui n'appréhende pas le futur. Et j'ai un peu l'impression que les enfants, c'est un petit peu ça aussi, indirectement. Donc, Exactement. ils sont assez sur le même canal de communication sans forcément l'apprendre. C'est seulement en grandissant, on perd ça, en fait, on perd cette sensibilité-là. Quelles sont les valeurs que tu désires transmettre à tes élèves? Si tu devais dire 3 mots, par exemple. Je dirais le respect de tous les êtres vivants autour de nous. C'est le respect des autres, en fait. Alors, c'est pas vraiment une valeur, mais j'aimerais transmettre le fait de réussir à se mettre à la place de l'autre, donc une forme d'empathie finalement, et d'observation des signaux qui nous entourent pour mieux cerner les personnes autour de nous ou les animaux autour de nous. Et j'aimerais aussi finalement leur transmettre la passion en fait, la passion de ce qu'on fait, la passion et le pouvoir réussir à ressentir cette énergie quand on est en connexion avec un autre être. Et ça, c'est dès le moment où on arrive à le ressentir, je pense qu'ils pourront gagner beaucoup, beaucoup de choses dans leur vie par rapport à la relation aux autres. Et puis, ils pourront, j'espère, utiliser ça dans leur vie au quotidien. Pour que les gens qui nous écoutent ou nous regardent, ça dépend sur quelle plateforme vous êtes, pour qu'ils comprennent vraiment qu'est-ce que tu proposes comme prestation. Je ne sais pas le mot que j'aurais envie de choisir, mais qu'est-ce que tu proposes? Voilà, tu as un enfant qui arrive. Comment toi, tu construis en fait l'enfant? Comment tu construis le couple? Comment tu l'amènes à cette vision-là? Ça dépend l'âge. J'ai des petits dès 4 ans jusqu'à plus loin. Alors, pour les tout petits, on va d'abord présenter les chevaux, comment les approcher. Rien que dire bonjour, ça peut prendre à peu près toute la leçon. Je fais des leçons de 30 minutes pour les tout petits. Et c'est vrai que rien que d'apprendre à dire bonjour et d'approcher un cheval, c'est quelque chose qui prend du temps. Parce qu'ils ont l'habitude d'arriver, on les met sur un poney et ils repartent.
mais ils n'ont pas l'habitude d'aller tout près, de toucher le ventre, de toucher les pattes, de juste approcher et être avec en fait. Donc l'approche est très importante dans tous les cours que je fais. Ensuite, il y a comment prendre soin des chevaux, qu'est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils vivent, comment s'en occuper, que ce soit à côté, et puis la lecture du cheval également. Donc je leur apprends à observer les signaux qu'ils nous envoient, que ce soit avec leur corps, leurs oreilles, avec leur bruit. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend durant les cours. Et ensuite, j'essaye aussi énormément de leur apprendre à prendre conscience de leur propre énergie par rapport aux chevaux. Car mes chevaux, je travaille que comme ça avec eux. Donc, si on est par exemple dans le paddock et on est au sol, je leur fais travailler d'abord en liberté, toujours. Parce qu'un cheval en liberté, finalement, il est libre de réagir ou non à ce qu'on fait et à ce qu'on transmet. Donc on revient dans l'idée du consentement aussi. Exactement. Donc finalement, dès le moment où il faut faire avancer un cheval et on n'a pas de corde sur laquelle tirer, ça devient plus compliqué et on n'a que nous-mêmes en fait. Donc dès les premiers instants, j'essaie vraiment de leur apprendre que c'est nous-mêmes on est notre propre outil en fait, et on peut utiliser tout le matériel qu'on veut, ça va absolument rien changer tant que nous, on n'est pas au clair dans notre tête. Et je trouve que peu importe notre âge, c'est une prise de conscience qui est hyper importante pour moi. D'ailleurs, tu m'as présenté dernièrement, tu as un projet qui t'a pris quelques semaines à faire et je profite de l'occasion parce que je pense que c'est important aussi de présenter tous ces petits jobs que tu fais dans l'ombre pour accompagner tes élèves. Tu peux prendre ton petit livre et le montrer à l'écran. Parle-nous en 2 mots de pourquoi tu as créé ce petit livre du coup. Alors, j'ai mis en place pour mes élèves les petits sabots. Il y a différents niveaux et c'est à la fin de chaque petit sabot, ils peuvent passer leur médaille. C'est une sorte de petite récompense pour eux finalement par rapport à leur travail et ce qu'ils font. Et c'est vrai que d'avoir un livre qui explique exactement toutes les étapes à passer, je trouvais que c'était un bon moyen pour mes élèves de vraiment pouvoir intégrer les choses. Donc dedans, je parle du lieu de vie du cheval, je parle énormément aussi du consentement qui revient pour la 3e fois. Je parle de tout ce qu'il y a autour du cheval, enfin les bases au début pour le premier niveau, du travail au sol et tout à la fin des bases du travail monté et de l'importance en fait de notre énergie et prendre conscience qu'on est comment dire ça, on est la personne qui va faire le lien entre le cheval et nous-mêmes. Donc ça va dépendre de nous en fait, si les choses se passent bien ou non. Et en revenant sur ce fameux consentement, pour la plupart des cours que je donne, j'essaye que je fais des cours privés, donc qu'une personne à la fois, car chaque personne a une énergie différente, chaque personne réagit différemment. Et c'est mes chevaux qui choisissent de venir ou non. Donc en fait, je ne vais pas dire à mon élève tu prends tel cheval, il va rentrer dans la stabulation et puis on va voir avec quel cheval il y a une interaction. Et c'est mes chevaux qui vont décider, puis en fonction de ça, on va faire notre cours. Comme on a pu le comprendre tout le long, le bien-être de tes chevaux, c'est primordial. Comment arrives-tu à leur garantir vraiment le bien-être? Parce que pour la petite histoire, je sais que tu cherchais un nouveau coéquipier de route pour soulager parce que tu as 2 vieux chevaux de 27 ans et tu cherchais un nouveau partenaire pour t'aider dans tes aventures. Et tu as eu beaucoup de portes qui se sont fermées quand tu as dit que tu voulais un cheval ou un poney pour de l'école et beaucoup de gens ont refusé en fait de te confier, de te vendre le cheval. Alors, bien sûr que je comprends parce que on entend le mot école d'équitation. Moi, j'ai envie de fuir aussi en courant. Et c'est vrai que y a quand même plusieurs personnes qui vont maintenant dans le bien-être du cheval parce que ça devient quand même la priorité. Sauf que c'est pas encore gagné partout, de loin pas.
Et c'est vrai que si moi j'avais un cheval que je devais vendre et qu'on me dit c'est pour une école d'équitation, dans ma tête ça serait tourner en rond dans un manège ou faire des figures de manège et vivre en boxe. Et je dirais non également en fait. Ce qui m'a fait de la peine en fait, c'est que les personnes n'ont pas essayé de me connaître ou m'ont pas posé d'autres questions. Donc d'un côté, ça prouve à quel point les choses doivent changer et évoluer. Car si c'était le bien-être du cheval dans les écoles d'équitation, finalement, on m'aurait ouvert grand les portes pour que je puisse aller voir des chevaux. Sauf que là, ça n'a pas été le cas, mais je suis tombée sur une petite perle rare qui fait Elle le... est vraiment belle. Oui, ma choupinette. Vraiment, je suis tombée sur une petite princesse de 9 ans et qui a malheureusement jamais eu d'humain pour elle. Elle est arrivée de France, elle a été importée. Ensuite, elle a été dans un manège. Ensuite, elle a été dans un mini-zoo. Et ensuite, elle est revenue dans un manège pour finalement arriver chez moi. Et c'est vrai qu'il faut du temps pour qu'elle me fasse confiance parce que je pense qu'elle n'a jamais eu de... De vraies relations avec une... C'est ça. Et maintenant qu'elle s'ouvre, elle s'exprime. Et puis voilà, rien que le fait qu'elle vienne ces jours spontanément vers moi dès que j'arrive, c'est la première à venir vers moi. Alors qu'à la base, je ne pouvais pas l'approcher avec le licol, elle partait au galop. Et c'est une petite victoire en fait, parce que je remarque qu'elle commence à me faire confiance et puis qu'on crée une relation, elle et moi. Donc c'est le meilleur cadeau qu'elle puisse me faire en fait. Trop beau. Je crois qu'il y a un chat qui cherche obstinément à nous rejoindre. Notre staff est en train de se battre. Tu veux nous la confier comme ça Je vais te proposer un petit jeu. Donc, tu vas prendre ton téléphone et tu vas recevoir des SMS de clients. Et j'aimerais que tu réagisses. Elle rigole, mais parce qu'on échange beaucoup sur les SMS qu'on peut recevoir au quotidien. Donc, elle va recevoir 4 SMS. Donc, déjà le premier. Et j'aimerais que tu réagisses à ce SMS que tu as reçu. Donc, tu peux le lire à haute voix et tu réagis à ça. Ok. Je vous écris pour ma fille de 8 ans qui a de la peine à gérer ses émotions. Je pense qu'interagir à cheval serait intéressant pour son bon développement. Pourriez-vous aider ma fille? Je vous souhaite une belle journée. Que répondrais-tu à cette personne? Alors, j'ai pas mal de messages comme ça. Et je dirais que ça serait avec un immense plaisir que j'accueille sa fille, évidemment. Déjà, j'expliquerai ce que je fais et je propose souvent un premier rendez-vous avant, histoire de présenter les chevaux, me présenter. Car si on a de la peine à gérer ses émotions, de base, on ne va pas arriver en ayant une grande confiance en nous, on sera plutôt timide. Donc, j'aime bien me présenter avant et puis expliquer ce que je fais et proposer différentes choses. Et j'expliquerai aussi que pour apprendre à gérer ses émotions avec les chevaux, finalement, si sa fille ne veut pas me parler, c'est absolument pas grave parce que moi, je vais m'en remettre. Mais il va falloir communiquer avec les chevaux, il va falloir parler avec son corps, avec des mots, avec sa voix, pour transmettre quelque chose au cheval. Et ça peut prendre du temps, mais ça sera surtout créer une relation avant toute chose. Et ensuite, réellement travailler avec un cheval, mais la première étape passe par créer une relation. Et ça sera avec grand plaisir que je l'accueillerai. Ok, on passe au deuxième message. Bonjour madame, mercredi après-midi, je cherche 2 poneys pour emmener mes filles en balade. Pouvons-nous louer vos poneys? Merci de répondre rapidement. Bon dimanche. Alors, je vais être polie et je vais répondre, mais la personne ne va pas du tout aimer ma réponse. Alors, j'ai eu il y a quelques temps, pour la petite anecdote, quelqu'un qui m'a écrit savoir s'il pouvait louer 2 chevaux. Évidemment, j'ai eu ce message-là. J'ai pas eu le répondre rapidement, mais si je pouvais louer 2 chevaux, ils avaient déjà fait quelques balades, donc c'est bon, ils géraient. My God. Comment dire ça? Du coup, j'ai répondu poliment à cette personne si elle avait des enfants, si je pouvais aussi lui les louer un jour, parce que j'avais besoin de m'occuper un petit peu avec 2 enfants. Moi, j'en ai pas à moi. Donc, si je pouvais en louer, et puis au cas où j'avais des poneys en bois, si vraiment, parce que maintenant on peut faire des
des courses de chevaux. Il me semble que c'est un sport avec les petits bâtons, avec la tête du cheval, Oui, là. c'est, je crois, en Hollande ou dans des C'est pays possible, ouais. nordiques. Oui, Puis exact. ils sont vraiment pris dans ces concours-là. Donc, je pense que je vais en acheter et je vais leur demander le prix de la location et ils arriveront. Il y aura les poneys en bois. Je pense que ça peut être sympa. Je pense que louer ses enfants, ça semble complètement ahurissant. Eh ben non, je ne loue pas mes chevaux à des personnes inconnues. 3e SMS. Bonjour Stéphanie, cela fait 3 leçons que mon fils Henri est à pied avec le poney. Il aimerait monter car il s'embête à pied. Pouvez-vous faire le nécessaire? Je vous remercie pour votre compréhension. Pauvre Henri. Je pense que Henri doit apprendre la frustration. Moi, je pense que ça serait bien. Je ne sais pas quel âge il a, mais apprendre la frustration, ça peut être plutôt pas mal. Et j'ai aussi... Non, j'ai pas. J'en ai qui m'ont dit « Ah, mais non, à pied, je vais m'embêter. » Mais au final, après une leçon, ils aiment bien. Et je pense qu'en fait, beaucoup de parents que je rencontre... L'impatience des parents plus que des enfants. Ouais, et c'est surtout que l'enfant dit, donc il faut faire. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué parce que je dois prendre beaucoup de temps pour expliquer ma façon de faire. Des fois, je leur dis qu'ils peuvent aller dans un manège monter si c'est ce qu'ils veulent. Et finalement, c'est pas le genre de client que j'attire en fait. Donc, heureusement. Et s'il y en a, soit ils comprennent un peu la façon de faire, soit ils comprennent pas. Et s'ils comprennent pas, c'est mieux que mes chevaux ne soient pas à leur contact en fait. Et dernier SMS. Bonjour, je m'appelle Sylvie, j'ai 45 ans et je cherche à monter à cheval car cela a toujours été mon rêve. L'ambiance des centres équestres ne me convient pas, je désire une approche douce et respectueuse du cheval. Malgré mon inexpérience, pouvez-vous m'accompagner? Alors ça aussi, j'ai des messages comme ça et évidemment que je les prends avec un grand plaisir en précisant que c'est la même approche qu'on ait 4 ou 99 ans ou 107 ans. C'est que je ne vais pas prendre des élèves adultes également que pour monter et ça va être exactement la même approche en fait. Donc Sylvie de 45 ans va aussi apprendre le travail au sol, le travail à côté, comment on communique, car si on sait communiquer à côté d'un cheval, ça sera beaucoup plus simple à communiquer dessus. Elle aura aussi son petit livre Guide du petit sabot. Pour adultes, je dois le faire en plus. C'est dans un projet. Attends. Ok, là on a abordé tes diverses activités et il y a un dernier petit chapitre que j'aimerais aborder avec toi, c'est plus le côté entrepreneuriat, parce que finalement, je sais que c'est aussi très tabou dans ce milieu-là, d'oser dire que c'est de l'entrepreneuriat, ce qu'on fait. Et moi, j'avais envie que tu nous partages, quand on travaille dans le milieu des chevaux, enfin, surtout toi, en plus, tu as quitté, enfin, tu n'as pas totalement quitté, mais tu as réduit ton temps de travail à l'hôpital pour te consacrer à ton activité. Et quand on dit aux gens qu'on va travailler avec les animaux ou qu'on va travailler avec les chevaux, ça peut des fois susciter quelques émotions ou quelques remarques. Comment ça s'est passé pour toi? Par exemple, comment ta famille ou ton entourage a perçu le truc? Parce que je sais que du coup, tu as annoncé un congé sabbatique de 1 ou 2 mois pour te lancer pleinement dans ton projet. Oui. Comment ça s'est passé? Alors, pour ma famille qui écoutera sûrement ce podcast, je les aime d'amour. Mais c'est pas toujours facile parce que ça fait peur en fait. Pour eux, je pense que ça les stresse plus qu'autre chose. Parce que quand on dit qu'on va travailler avec les chevaux, par exemple, j'ai annoncé mon congé là d'1 mois à ma maman et elle a paniqué. Et elle m'a dit mais t'auras pas de salaire? Donc en fait, dans la tête des gens, travailler en tant qu'indépendante est une chose, travailler avec les chevaux en est une autre, mais ça reste une passion dans la tête des gens ou une lubie qui va nous passer à un moment donné. Ou le fait que tu n'aies jamais grandi. Le fait que je n'ai jamais grandi, prendre un bonbon, mais, mais c'est vrai que ça fait peur dans la tête des gens. Et même s'ils sont bienveillants, pleins d'amour et qu'ils essayent de me soutenir du mieux qu'ils peuvent, je sens bien que pour eux, c'est pas, entre guillemets, un vrai métier. Et c'est tout à fait OK parce que je comprends, parce que c'est la société qui veut ça aussi. Et je pense que toutes les personnes indépendantes qui nous écoutent ont sûrement la même
le même souci, entre guillemets, c'est dès le moment où on est indépendant, déjà, même si on travaille à 100%, on travaille à 300%. Donc, c'est un taux de travail qui est décuplé parce qu'on est notre propre chef. Donc, on va plus s'investir, on va devoir mettre des choses en place, on va devoir organiser des événements et ça va nous prendre jour, nuit, on dort sous la douche ou bien on mange en dormant. C'est un peu un concept, mais oui. Mais finalement, c'est un travail à part entière. Donc, on gagne réellement un salaire. On travaille beaucoup plus et sûrement qu'au début, on gagne un peu moins. Ceci dit, c'est un métier passion et je préfère ressentir toute cette énergie, toutes ces vibrations, tout ce côté de se sentir pleinement en vie, en fait. Parce que quand je suis au contact des chevaux, je me sens vraiment vivante et je me sens vraiment à ma place. Donc, je préfère plus travailler, mais en étant bien et heureuse, plutôt que de plus travailler dans mon autre métier, peut-être gagner plus d'argent, mais au final, pas avoir de sens à ma vie. Et est-ce que tu as vraiment l'impression de travailler Non. quand tu fais ton activité? Non, je suis juste... Alors, oui, je vois bien que ça a un impact sur ma vie, il faut pas se mentir. J'ai un conjoint absolument exceptionnel qui me soutient et qui comprend mon métier. Et heureusement d'ailleurs, parce que sans ça, ça serait très compliqué. Donc, les conjoints ont une place très importante dans ce projet, en fait. M'investir beaucoup, oui. Que ça me prend beaucoup de temps, oui, également. Mais c'est une passion, en fait. Et je pourrais travailler des heures et des heures et des heures. C'est pas la même fatigue, en fait. Non, c'est vraiment pas la même fatigue. Donc ouais, voilà. Notre travail à 300%. Oui. Et je rebondis parce que ça me fait sourire aussi ce que tu dis, parce que je suis aussi indépendante dans le milieu des chevaux et je me souviendrai toute ma vie, j'étais en cours de graphisme quand je faisais mon CFC, mon apprentissage. Et un jour, ma prof de graphisme, elle m'a dit « Bon, Alexandra, c'est quand que tu grandis? Parce que les chevaux, c'est pour les petites filles. » J'ai envie de lui passer un petit mot, mais elle l'écoutera de toute façon pas, ce podcast, qu'aujourd'hui, je suis épanouie avec mon monde de poney et ça va très bien dans ma vie. Donc, comme quoi, quand on aime quelque chose, il faut y aller à fond. Et voilà. Et ça rebondit un petit peu sur la question suivante. C'est qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens qui doutent et qui ont peur de passer ce cap-là et dont l'entourage ne les soutient pas en fait et qui font un métier passion? Alors, ne pas forcément attendre que l'entourage comprenne pour se lancer, parce que je pense que pas grand monde se lancerait finalement. On n'a qu'une vie en fait. C'est ça. Et c'est très bien d'être bien entouré, on a de la chance si on l'est, mais finalement si on l'est pas, dès le moment où on est indépendante, dans tous les cas on dépend de nous-mêmes. Donc c'est nos idées, c'est notre cerveau en ébullition 24 heures sur 24, c'est les projets qu'on a envie de mettre en place et ça, il n'y a personne qui va nous tendre la main pour le faire à notre place. Donc au final, il faut foncer. Si on a une idée, il faut la créer, il faut la mettre en place, ça va prendre du temps. On va pas dormir, ça va prendre une énergie de fou. Il faut pas se mentir, c'est pas le domaine le plus facile du monde. On a la tête qui va exploser. Je disais encore hier à mon chéri, je disais mais j'ai l'impression d'avoir la tête qui va exploser. Exactement. C'est beau sur papier de se dire ah mais t'es indépendante, t'as de la chance, tu peux prendre congé quand tu veux. Mais en fait, je pense que si je prends mon mois de congé sans solde là bientôt, c'est justement parce que ça fait des années que j'ai pas pris de réel congé en fait, du temps pour moi, du temps pour me poser. Je sais pas ce que c'est avec 6 chevaux, un chien, 3 chats, une relation. 3, j'avais loupé. 3 chats. C'est vraiment à temps plein en fait. Donc lancez-vous, mais soyez prêts à faire des concessions, en tout cas au début, parce que c'est pas tout rose tous les jours, mais finalement ça vous permettra juste d'être heureux par rapport à ce que vous faites en fait.
On va passer aux dernières questions qui feront office un petit peu de conclusion à ce podcast. Quelle est ta vision idéale de l'équitation? Ma vision idéale, que tout le monde essaye d'apprendre à comprendre son cheval. Ça serait déjà une bonne base. C'est déjà un bon départ. C'est un bon départ. Parce que finalement, on peut voir la vie en rose avec des licornes et des bonbons partout. C'est très chou. Ceci dit, si on revient les pieds sur terre 2 minutes, apprendre déjà les besoins fondamentaux de son cheval. Je pense que si on pose cette question-là à beaucoup de cavaliers, il y en a beaucoup qui ne savent pas répondre. Et on a vu avec le Covid, par exemple, que rester enfermé chez nous, c'était très compliqué. Donc, imaginez rester dans un box plusieurs heures par jour, c'est aussi compliqué pour eux. Et c'est un cheval, ça vit en box. Rien que ça, la base, le lieu de vie du cheval, ça devrait être quelque chose qui est presque obligatoire pour tous les chevaux, en fait. Oui, et puis je lisais encore hier, il disait que la comparaison d'un cheval qui est 23 heures sur 24 au box, c'est comme si nous, on nous enfermait dans un petit WC et on y sortait juste pour aller au travail. Et Bien encore, sûr. on va dire que nous, on va 8 heures de temps au travail, donc on aurait plus de temps. Comment penses-tu que l'équitation sera en 2050? Ça peut être positif, comme ça peut être pessimiste. J'aurais envie de dire ma version optimiste, c'est qu'il y ait plus d'ouverture de conscience, de prise de conscience, et que plus de remise en question qui fait que l'équitation évoluerait dans le côté positif. Sauf que je sais pas vers quel côté on va. Honnêtement, je sais pas. Moi, je suis entourée de personnes bienveillantes avec les chevaux, donc j'ai envie d'y croire. Ceci dit, c'est pas encore gagné partout, donc peut-être qu'on arrivera à un moment donné, on n'aura même plus le droit de monter sur les chevaux, en fait. Je sais pas si ce jour-là arrivera ou pas, mais si on arrive à ça, ben finalement, ça serait presque pas étonnant vu ce qu'on fait actuellement et ce qui se passe dans le monde. On est encore loin du Maroc et compagnie avec comment dire ça, la maltraitance des chevaux et les non-prises de conscience. Ceci dit, je pense qu'on doit montrer l'exemple. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai pas trouvé. Je voulais trouver une petite lampe de génie, mais je l'ai pas trouvée, donc voilà. Mais si tu avais... Oui, tu peux prendre, le bocal à bonbons, la frotter, et puis si tu devais faire 3 vœux. Ça peut être pour toi aussi. Hein. Okay. C'est pas forcément... ça peut être pour le monde du cheval, ça peut être pour toi, ça peut être pour ton chien qui a trop chaud. C'est ça. Choupinou. Non, le premier, je pense que ça serait de pouvoir avoir les moyens financiers, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça coûte des chevaux, hein, évidemment, pour pouvoir transmettre ma passion, transmettre toutes ces choses sur le bien-être du cheval sans avoir de pression financière derrière. Ça serait de pouvoir aller aussi dans les EMS bénévolement, gratuitement, pouvoir amener ça aux résidents, pouvoir faire tout ce que je fais, mais sans aucune pression financière. Et je trouve que ça pourrait tellement amener du bonheur partout. Dans les EMS, ils n'ont plus le budget pour, ils sont restreints pour tout. Donc de pouvoir le faire gratuitement, ça serait quelque chose qui amènerait beaucoup de bonheur. Donc ça serait déjà un. Donc le premier, voilà. Le deuxième. Compliqué. La paix dans le monde? Non. Je suis pas Miss Suisse. C'est pas la bonne émission. Non. Non, je dirais juste déjà que je puisse, parce que là je suis en location d'écurie là où je suis. Donc on va espérer très fort que je puisse l'avoir de très longues années. Très très longues années. Parce que mes chevaux, ils sont très heureux. Donc c'est vraiment de pouvoir... et toi, tu t'y sens bien. C'est ça. De garder ce lieu où on transmet beaucoup de choses et où les chevaux sont heureux. Et puis le troisième, c'est que tout le monde aille bien. Et que chaque fois que je vienne chez toi, le bocal soit plein. Je peux faire en sorte que le bocal de bonbons soit plein chaque fois. Il n'y a pas de souci. Quel invité aurais-tu envie d'entendre à Confidence Équestre? Est-ce que tu as un nom d'une personne que tu aurais envie, la prochaine fois que tu prends ta voiture,
que tu auras envie d'écouter son histoire? Alors, on en a parlé ensemble avant. J'ai pas une personne en particulier, mais l'idée d'interviewer les conjoints des cavalières qui sont lancées dans dans leur entreprise, ça peut être quelque chose d'hyper sympa parce que il faut vraiment voir la réalité, c'est pas facile pour eux non plus. Ils doivent jongler avec nos horaires, avec nos états d'âme, avec notre travail H24. Donc pour eux, c'est vraiment compliqué aussi. Donc ouais, j'aimerais vraiment avoir leur ressenti et puis dans la réalité en fait, parce qu'on peut les remercier quand même. Complètement, on peut dire merci. Pour la fin, quel mot as-tu noté sur le clap? Alors, j'écris très mal avec une... Merde, pardon. J'écris très mal avec une crème et j'ai écrit le mot passionné. Parce que je pense que pour faire ce travail-là, il faut vraiment être passionné. Parce que, petite chose encore, c'est bien chouette d'avoir plusieurs chevaux. C'est très chouette de transmettre le bien-être. Mais il y a encore le côté nettoyage des écuries 2 ou 3 fois par jour. Il y a tous les petits problèmes des parcs à gérer. En ce moment, il y a les mauvaises herbes. En hiver, il y a son lot de galères aussi. Donc, avoir des chevaux, c'est beau, mais si on n'était pas passionné, on ne pourrait pas le faire. Parce que vraiment, il y a du travail et on ne se rend pas compte, en fait, de tout ce qui se cache derrière la gestion d'une écurie. Très bien. Bah écoute Stéphanie, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui et surtout d'avoir fait le premier épisode de Confidence équestre. Ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec toi. Je te remercie aussi de croire en mes projets parce qu'on échange beaucoup. Donc moi, je te propose pour vraiment terminer ce podcast, tu peux prendre le clap avec ton mot passionné à l'écran et c'est toi qui fais le clap final. Merci Alex. Ce podcast vous a plu? Alors mettez 5 étoiles ou un like selon votre plateforme d'écoute. Laissez un commentaire pour partager vos impressions ou pour en savoir plus sur nos invités ou sur mon podcast. Je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. Pour donner de la visibilité, partagez-le un maximum autour de vous. J'ai besoin de vous pour faire connaître Confidence équestre. Je vous invite également à suivre mes invités et moi-même sur nos divers réseaux sociaux. Vous trouverez les liens ci-dessous. Un invité vous ferait plaisir, n'hésitez pas à nous partager vos idées et vos envies. À très bientôt pour un prochain épisode de Confidence équestre.